Gamescom. C'est le plus grand salon européen dédié aux jeux vidéo. C'est à Cologne. Il y a plus de quasiment 250 000 visiteurs. On a parlé de Leibniz tout à l'heure, restons avec Leibniz, qui dans la monadologie, dans le paragraphe 7 de la monadologie, parlant des monades, dit, les monades que nous sommes tous, dit, les monades n'ont point de fenêtres par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. De fait, on a, c'est du moins l'interprétation que je vous propose, hein, une série de monades ici. Ils sont côte à côte, mais ils ne communiquent pas entre eux. Ils ne s'adressent qu'à leur écran. Et en somme, ils sont chacun dans une bulle. Alors oui, cette image est pathétique, ils ont des têtes d'abrutis, c'est terrifiant. Co-religionnaire, non, ce type est fou, écoutez. Mais l'expression, le complotisme de l'anticomplotisme est une expression qui ne vient pas de lui, ça vient de Frédéric Lordon, le philosophe Frédéric Lordon, qui, dans un article où il attaquait l'anticomplotisme, où il présentait l'anticomplotisme comme l'un des outils de l'élite ou de la domination pour maintenir son pouvoir sur le peuple qui veut savoir, pour le dire rapidement, parlait à ce moment-là d'un complotisme et de l'anticomplotisme, une façon qu'on avait, pour les anticomplotistes, de voir des complots partout. Mélenchon n'a pas mis les guillemets quand il a repris cette expression. Évidemment, quand on dit une connerie et que tout le monde vous tombe dessus, la meilleure façon de se défendre, à mon avis, serait de dire j'ai dit une connerie. Évidemment, il est incapable de dire une chose pareille, donc il préférera faire le paranoïaque et croire qu'on l'agresse. Il est calcul de son intérêt. Tantôt il défile avec des islamistes, tantôt il défile avec des gilets jaunes, tantôt il tient des discours ouvertement complotistes, tantôt il est antisémite sur certaines phrases, c'est-à-dire quand il présente les hordes communautaires du CRIF. Voilà, Mélenchon est quelqu'un qui a renoncé sans peine, sans vergogne à la totalité de son républicanisme. Bon, c'est très aimable de prendre ce petit temps-là. Mais voilà, moi c'est par rapport au combat qu'il s'est choisi sur Twitter. Là, j'ai retrouvé des tweets, des trucs sur le crâne, des trucs. Bon, il a des cibles, on va dire privilégiées, qui vont être les antiracistes, qui vont être les féministes. Là, c'était le dernier combat, c'était le truc d'hier. Donc moi je voulais demander, est-ce qu'il se vit comme un conservateur, Raphaël? Est-ce que, je sais pas si vous vois, oui on va se vous voyez. Est-ce que vous vivez comme un conservateur? Est-ce que vous dites oui je fais mon boulot de conservateur? D'accord, merci de cette bonne question prématiste, à moins qu'il sorte un truc fou. Oui, non, mais ça on connaît. Ça, moi, c'est juste comment vous choisissez vos croisades. Je vais vous dire, d'abord, je fais pas de croisade. Ce sont des sujets qui me viennent. C'est quand on doit rendre tous les jours une chronique de 2 minutes 30 à peu près. C'est très long de faire court, ça prend du temps. Il faut trouver un sujet qui vous inspire. On les choisit pas vraiment, c'est eux qui vous choisissent. Donc c'est aussi une question de tempérament. Donc il n'y a pas de croisade. Moi, je passe dans la mesure du possible d'un sujet à l'autre. J'ai des choses qui reviennent. Et pourquoi ça revient? Parce que le racisme paradoxal des antiracistes, j'emploie l'expression avec des guillemets, tous les débats autour de la non-mixité, par exemple, ou bien de la négritude, sont des débats absolument essentiels. Et c'est, à mon avis, pour prendre la question des antiracistes, la non-mixité, qui me semble que je présente en général comme un racisme, comme une façon illusoire de contrebalancer une discrimination par une autre, la non-mixité est vendue par ceux qui la défendent comme le fait de dire que pas du tout, dans une situation d'oppression, il faut s'isoler pour réfléchir, se reconstruire, s'organiser, et que dans une société non raciste, la non-mixité n'aura plus de raison d'être. Mais en attendant, Godot. C'est peut-être ça le plus grave, c'est peut-être ça le plus compliqué. Et je veux ici le citer parce que j'ai peur d'oublier de le faire tout à l'heure. Il y a un article vraiment important sur cette affaire, et moi je considère qu'il faut en combattre la teneur et la substance. C'est l'article de Frédéric Lordon sur le complot des anticomplotistes, paru dans le Monde diplomatique. Et c'est un article tout à fait intéressant d'ailleurs dans sa démarche, mais pour le dire très vite, au début de ce papier, Frédéric Lordon se propose d'expliquer qu'au fond, il pense le complotisme un peu comme Nietzsche pensait le divertissement. Nietzsche dit les gens qui se divertissent sont des gens qui ne veulent pas voir qu'ils vont mourir, mais ça témoigne en eux d'un amour de la vie. Il m'appartient de leur rendre 100 fois plus recevable cet amour de la vie en les tournant justement vers l'idée de leur mort. Bon. Eh bien, là, avec le complotisme, c'est un peu la même chose. Lordon dit, bon, ok, c'est un dévoiement de la connaissance, mais c'est déjà un début de connaissance, c'est déjà un début de savoir, et dit-il, c'est un début d'esprit critique de la part de gens qui sont systématiquement dépossédés du pouvoir par les dominants. Donc, il avalise, au fond, le diagnostic que portent les théoriciens du complot eux-mêmes sur leur propre démarche quand ils essaient d'en faire la critique. Et je m'est avis que l'ennemi est là,
plus encore que chez celui qui, de bonne foi ou en toute mauvaise foi, choisit d'adhérer à la thèse qui lui fait plaisir et ne réclame finalement que le droit de le faire. Il est rarement prosélyte, au fond. Alors que celui qui valide cette thèse ou qui donne à celui qui soutient cette thèse ou qui y adhère, qui, au lieu de lui dire qu'il s'éloigne de la connaissance ou qu'il lui tourne le dos, lui donne le sentiment qu'en agissant de cette manière-là, il exerce son esprit critique et il est moins dupe que les autres, même s'il se trompe, celui-là, c'est l'adversaire. C'est l'adversaire de l'anticomplotisme, c'est-à-dire, à mon sens, l'adversaire de la démocratie. 6 minutes pour encore un petit peu débattre. Et puis, si je vois 2-3 questions à vous poser les auditeurs pour enchaîner avec, eh ben, écoute, on fait comme ça. Donc, ça nous fait, il est quoi, les 37 jusqu'à 47? Ça vous va, messieurs? Et puis, si je vois 2-3 questions à vous poser entre-temps d'auditeurs, je vous la pose. Très bien. Moi, j'ai juste un petit mot. C'était parce qu'on a donc Raphaël, vous avez dit, moi, je suis contre les idéologies. Voilà, je suis contre. Puis en vous inscrivant du coup dans la lignée de tous ces philosophes, nouveaux philosophes antitotalitaires qu'on a vu germer dans les années 60, à la fin des années 70. Ce que j'ai dit n'a rien à voir avec ce que vous dites là maintenant. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Que la gauche s'en prenne à l'Union soviétique, c'est une chose. Que moi, j'aime pas l'idéologie, c'en est une autre. Mon écrivain de référence, c'est Clément Rosset. Il n'était pas du tout dans ces combats-là. C'était pas du tout son problème. Ça n'a rien à voir. Moi, je combats un discours systématique. Je combats un discours qui supporte pas la réfutation, qui pratique l'esquive en tenant celui qui le contredit pour un offenseur. Voilà. Moi, je combats ça. Je combats cette façon de faire là. C'est tout. C'est la seule façon que j'ai de combattre. Est-il le nom peut-être d'un indigénisme nationaliste? C'est ça que je veux dire, d'un communautarisme patriotique, si vous voulez, ou d'une fierté blanche qui entérine son essentialisation et sa marginalisation en s'insurgeant contre elle. Pour le dire simplement, mon sentiment est que vous êtes le meilleur allié de vos adversaires. Parce que vous les combattez avec leurs propres armes. Au lieu de combattre le racialisme avec la République, avec les armes de la République, vous le combattez, me semble-t-il, au nom du blanc. Or, de même, que le communautarisme produit le racisme, le racisme ou la défense du blanc valide le discours communautaire. C'est un peu comme le yin et le yang, si vous voulez. Zemmour, me semble-t-il, est le nom d'une défaite maquillée en insurrection, d'un désir de croire qui se prend pour parole d'évangile, mais surtout d'un repoussoir qui, en réalité, est le carburant, l'alibi, l'aliment de ses adversaires dont il partage les méthodes, les manières, et d'ailleurs, c'est sur vous que s'appuient les identitaires, bien souvent, soit pour aller dans leur sens, soit pour vous adorer, soit pour vous détester. Il y a deux catégories d'identitaires, ceux qui vous adorent et ceux qui vous détestent. Mais ceux qui vous détestent s'appuient sur vous, ils ont besoin de vous, ils seraient perdus sans vous. Voilà, c'est ça que je voulais d'abord dire. Durandal critique Godard, nous critiquons Durandal. Durandal critique Godard, c'est passé comme une lettre à la poste. Que nous critiquions Durandal, c'est pas du tout passé. C'est pas du tout passé, ça n'est pas du tout digéré, ça n'est pas du tout passé. C'est ça qui est étonnant. Alors, je continue de penser que ce jeune homme est mal élevé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que ce jeune homme est mal élevé et qu'il mérite à cet égard qu'on le soit à son endroit. Bon, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que c'est juste une façon de faire baisser le niveau général de la critique en mettant les gens qui parlent de lui en situation d'en parler sur le même ton. D'essayer, c'est 0%. Non, c'est 0%. Ceux qui sont morts sont en désaccord avec vous, Pascal. Ceux qui en sont morts sont en désaccord avec vous. Faudra leur poser la question, peut-être. Invitez-les sur le plateau. Les gens qui sont morts parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Invitez-les sur le plateau. Demandez leur témoignage. Les gens qui sont morts parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner. C'est pas convenable de répondre comme ça. Les gens qui sont morts parce qu'ils ont cru des prophètes qui leur ont dit qu'il n'était pas nécessaire de se vacciner ne sont pas d'accord avec vous. C'est tout. Ce n'est pas convenable de répondre comme ça. Je vous parle Ce n'est pas vrai, ça? Mais je vous parle de gens qui sont morts parce qu'ils se sont pas fait vacciner. Moi, je parle d'Omicron. Mais d'accord, très bien, parlez-moi d'Omicron, je m'en fous. Donc, les non-vaccinés aujourd'hui de moins de 60 ans, qui, comment dire, le risque de décès. Par le fait de ne pas vacciner les gens, c'est quand même ça qui est fou. Pardonnez-moi, comment empêcher sa liberté, en fait? Où est la rationalité, là? Je ne suis pas obsédé par le fait de ne pas... pas... comme ça. Bon. C'est-à-dire, alors... Vous avez cité Orwell, quand même. J'en ai un peu marre qu'on cite Orwell pour tout et n'importe quoi. Mais alors c'est à vous de juger si vous dites que c'est tout et n'importe quoi. Moi, je dis juste aux auditeurs, eux jugeront pour savoir si c'est tout et n'importe quoi. Pour quelle raison est-ce que je compare l'écriture inclusive aux 9 langues de 1984? À première vue, ça n'a rien à voir. Le 9 langues est un appauvrissement délibéré du langage parce que ils ont compris que appauvrir le langage, c'est appauvrir la pensée. Donc ça permet d'éviter la sédition, la révolte, justement, et donc on fait parler les gens avec le moins de mots possible.
Alors que l'écriture inclusive multiplie les mots pour reconnaître tout le monde. Mais dans les deux cas, on part du principe, et on n'a pas tort de le faire d'ailleurs, que le langage façonne la pensée, et donc dans les deux cas, on éduque le cerveau. Quelle que soit l'intention, qu'elle soit horrible comme dans 1984 ou vertueuse comme dans le cas de l'écriture inclusive, il s'agit dans les deux cas d'un lavage de cerveau et ça ne me plaît pas. J'aime pas ça. Maintenant, les gens me rétorquent que le langage ordinaire effectue le même travail et le langage médiatique effectue le même travail. Tout à fait. Alors, on me répond dans ces cas-là que le langage lui-même a été sous l'effet de décisions délibérées, masculinisé pendant très longtemps. C'est vrai. Et moi, je réponds à un truc tout simple. Je ne verrai aucun inconvénient à ce que le langage aujourd'hui accorde la priorité absolue à la féminité, si j'ose dire. C'est-à-dire que le féminin l'emporte à la façon dont le masculin l'emportait avant. S'il y avait une raison historique à cela, ça m'irait tout à fait. Il n'y aurait pas de problème parce que c'est ainsi que la langue serait, ce qui ne l'empêcherait pas d'évoluer sous l'effet des habitudes, des usages, des rites, mais jamais par un volontarisme vertical. Donc, je ne verrais aucun inconvénient à ce que ce soit le cas. Ce qui me gêne dans cette histoire, à propos du novlangue, c'est qu'il s'agit non seulement d'influer les réflexes des gens, de travailler sur les réflexes des gens, peu importe la décision, l'intention qui sous-tend ça, c'est quand même un geste bizarre. Et surtout, c'est une négation de l'histoire dont la langue elle-même est l'héritage. On était contre les réformes de l'orthographe et écrire alphabet A-L-F-A parce que ça venait de alpha, la lettre grecque qui s'écrit PH, enfin qu'on a représenté par un PH. Je veux dire, c'était un phi, enfin je veux dire, voilà. Donc, c'est important de se souvenir de ça. Et soumettre cette mémoire aux exigences égalitaires d'un présent qui est le nôtre aujourd'hui me semble jouer avec du feu, jouer avec de la dynamite, à la façon dont le novlangue prétend réécrire l'histoire au gré des intérêts gouvernementaux. Alors, je suis pas fou, on n'est pas dans 1984, mais il faut bien comprendre un truc, c'est que moi je travaille sur la façon... Il faut écrire un papier tous les jours, il faut tweeter à tout bout de champ et on se met à tweeter des trucs un peu abusés, quoi. Lesquels ? Orwell pour rentrer dans l'art des féministes. Ça fait 10 minutes que j'essaie de vous expliquer en quoi la référence vous l'avez fait. Est complètement pertinente, mais je veux bien ne pas vous convaincre, mais je pense que vous étiez convaincu avant que j'essaie de vous l'expliquer. En même temps, je parle à tout le monde, donc ça me gêne moins. C'est vrai.